va vous présenter le rapport d'orientation de Légumes de France et le rapport d'activité. Vous verrez qu'on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, ça c'est sûr, qu'on a une bonne équipe également administrative. Mais il n'y a pas que les équipes administratives, parce que derrière chaque administrative, eh bien, il y a également un professionnel qui les suit dans les différentes missions. C'est lequel qui commence en premier? Je ne sais pas. Énergie. C'est le film. Il y a un petit film. Asseyez-vous, je vous en prie, allez-y. Il y a le film, Sophie, tu l'envoies? Elle le cherche. C'est une association spécialisée, adhérente à la FNSEA, et qui va défendre l'intérêt de l'ensemble des producteurs de légumes de France, quels qu'ils soient. Du nord au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, et de toutes les productions, du plus petit au plus grand. On défend tous les producteurs. Il n'y a pas une journée qui se ressemble de toute façon, mais la journée commence par des petits coups de téléphone avec le directeur de Légumes de France pour savoir un peu et prendre la température, savoir s'il a eu des remontées de terrain. Un orage de grêle dans un coin, trop de pluie, mais après des soucis de commercialisation, des prix qui dégringolent. Il y a aussi les pesticides, donc je dirais qu'on s'adapte en fonction de la situation du moment pour pouvoir défendre nos producteurs et nos adhérents. On a des chargés de mission qui sont là également, qui répondent à l'ensemble des interrogations de tous nos producteurs et tous nos adhérents. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un légume sur deux vient de l'étranger. Eh bien, on va essayer de renverser la vapeur. On a pu obtenir ce plan avec l'acharnement de l'interprofession, l'acharnement également des uns et des autres qui ont participé à tous les groupes de travail. C'est 200 000 € par an et ce n'est pas sur un an, c'est sur une projection de 10 ans. C'est bien la première fois que nous avons un plan de souveraineté fruits et légumes. Alors l'impact pour les adhérents, c'est de se moderniser, d'améliorer la compétitivité au niveau de nos exploitations. Ça, c'est une chance inouïe. Donc si on se modernise, si on se mécanise, ça veut dire qu'on va produire plus, donc on va dire plus de chiffre d'affaires. Il faut que ce soit en adéquation naturellement par rapport à la production et à la vente. Et tout ça va être orchestré par Légumes de France et l'interprofession des fruits et légumes. Pendant les 6 mois qui vont venir, donc souveraineté bien sûr alimentaire, mais tout ce qui concerne la vie, je dirais, l'acte de production, se battre pour éviter la disparition des molécules sans solution. Si on n'a pas de solution, c'est pas possible d'arrêter cette molécule-là. Un grand chantier est en train de se mettre en place avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, c'est l'harmonisation européenne. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que même en montrant l'exemple, on s'aperçoit que les autres ne suivent pas systématiquement. Donc pour nous, c'est une perte de compétitivité. Et de s'adapter, je dirais, au niveau sociétal et les attentes du consommateur. Parce que ce qui est le plus important, c'est les consommateurs. Parce que les gens nous disent, oui, vous avez un joli métier, mais ils ne se rendent pas compte que derrière, nous sommes de véritables entreprises, des chefs d'entreprise. Oh, dans les 5 à 10 ans, bien malin, qu'est-ce qui va savoir ce qui se passe? Aujourd'hui, il faut se battre avec le changement climatique, le problème de l'eau. Et on va aussi concrétiser pour amener nos jeunes à reprendre nos exploitations parce que c'est tellement un métier formidable d'être maraîcher qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse aussi beaucoup de communication par rapport à notre métier, un métier en or. Merci à notre partenaire réussi. On a fait ce petit film-là chez Jean-Claude Guéhenec. C'était pas mal. C'était beau, c'était émouvant également. Alors, ensuite, on continue. Bruno et Christophe Rousse. Christophe. Il arrive, on n'est pas loin. Ah oui, parce que pour vous dire l'anecdote, on va tout vous raconter parce qu'on ne vous cache rien, on vous dit tout. Pourquoi Christophe n'est pas à l'heure? Parce que ce soir, vous savez qu'on est sur la Brittany-Ferry, donc on est sur le Pont-Aven. Et sur le Pont-Aven, il faut la carte d'identité. Et Christophe, il est venu sans carte d'identité. Donc on a dit non, tu ne pourras pas aller sur le bateau ce soir. Donc pensez bien les uns et les autres. Oh, il y en a qui regardent déjà dans le sac. Est-ce que j'ai ma carte d'identité? Ceux qui n'ont pas la carte d'identité, ils restent sur le quai. Et vous entendrez la fête qui va être faite. On vous balancera quelques petits trucs, vous verrez. Des carottes et tout ça, c'est bien. Non, mais alors, c'est pour ça qu'il est en retard. Mais ça fait rien, on commence ou vous... Allez, plan de souveraineté, on y va. Plan de souveraineté, à toi. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Moi, j'avais pas vu le film, Jacques, qui est passé juste avant, donc je vais répéter certaines choses qui étaient dans le film.
mais je vais les détailler un peu plus sur le plan de souveraineté. Donc c'est quand même l'événement majeur, hein. On en avait déjà parlé l'an passé. Donc vous le savez, depuis plus d'1 an maintenant, et l'annonce du plan qui a été faite par le ministre de l'Agriculture en mars au Salon de l'Agriculture, nous travaillons la filière fruits, la filière légumes sur ce plan. Un plan inédit tant sur le plan de l'ambition que sur l'ensemble des moyens qui sont prévus pour atteindre ces objectifs. L'objectif, justement, c'est de regagner en autonomie alimentaire avec, à l'horizon 2030, une autonomie alimentaire en fruits et légumes autour de 70%. Et c'est un vrai défi pour notre filière. Ce pacte de confiance entre l'État et nous sous-entend bien sûr un engagement réciproque entre notre filière et l'État qui se décline en 4 axes. Normalement, ça devrait être projeté, les 4 axes. Yes. Donc un premier axe qui me concerne, et je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est l'axe de la protection des cultures. Et c'était ça qui était aussi intéressant dans ce plan, c'est qu'on s'est clairement rendu compte que cette partie protection des cultures était un enjeu majeur aussi de souveraineté alimentaire. L'axe 2 qui concerne la compétitivité, l'investissement, l'innovation. Et puis l'axe 3, recherche, expérimentation, mais aussi la formation. Et puis un 4e axe qui concerne la communication, mais aussi la dynamisation de la consommation. Donc ce plan, comme l'a dit Jacques dans le film, il est doté d'une enveloppe de 200 millions d'euros et sur 10 ans, dont les 2 premières tranches sont déjà budgétées. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et il se décline en 3 parties. Une première partie avec 50 millions d'euros sur la recherche d'alternatives aux solutions phytosanitaires, solutions qui sont identifiées comme préoccupantes ou pouvant disparaître, avec un seul mot d'ordre sur cette partie-là, hein, c'est pas de suppression sans solution de remplacement. Une deuxième partie qui, elle, est dotée encore de moyens supplémentaires, on parle de 100 millions, enfin il y a 100 millions d'euros, 100 millions d'euros sur la partie investissement, qui se décline en appel à manifestation d'intérêt, beaucoup sont au courant, beaucoup ont répondu aussi, et pour lequel les échanges continuent parce qu'il semblerait, et Jacques on en a parlé, que les servères ne soient pas retenus, donc on va continuer à se battre, et puis que ce ne soit pas suffisant aussi ou pas suffisamment approprié aux productions ultramarines. Donc bien évidemment, ce plan continue, le travail continue, on est tous mobilisés pour continuer ce travail, avec le CTFL, avec Interfel, et bien sûr, vous serez informés dès que nous entrerons dans la phase opérationnelle qui ne devrait pas tarder. Donc voilà, je vous remercie. Environnement. C'est encore toi. Bonjour. Bonjour à tous. Du coup, je suis Justine Texier, chargée de mission sur les dossiers techniques, sur la protection des cultures, l'environnement, l'énergie et l'agriculture biologique. Sur les projets protection des cultures et environnement, je suis accompagnée par Cyril et Gérard. Gérard, si tu veux venir d'ailleurs. Si, Gérard, je l'ai vu. GG. Ah. Aujourd'hui, du coup, sur le rapport d'activité, on a voulu... Attends, on va applaudir Gérard parce que c'est un pionnier et un fidèle par rapport à ça au niveau de la protection des cultures. Merci à toi, Gérard. Sur le dossier protection des cultures, on a voulu revenir sur le plan de souveraineté, l'axe 1, qui a pour but de rechercher des alternatives chimiques et mixtes pour anticiper les retraits de substances actives. Sophie, si tu peux passer. Merci. Du coup, je vais juste, en quelques chiffres, faire un état des lieux. Sur les 900 usages en fruits et légumes, aujourd'hui, il y a un tiers qui sont impactés par les retraits de substances actives. Et en 2026, il y aura 146 usages qui seront en situation critique. Au total, c'est 50% des espèces fruits et légumes qui sont impactées par le retrait des produits phytosanitaires.
Oui, effectivement, c'est le travail de la commission environnement de surveiller ces indicateurs, hein. On a besoin de solutions pour produire, c'est essentiel. Donc c'est le travail de la commission et de la commission usage orphelin de veiller à ce que chaque production ait des solutions pour intervenir quand c'est nécessaire. C'est un enjeu majeur. On connaît le truc par cœur. Je connais le truc par cœur en tant que producteur. Quand vous n'avez plus de solution, vous le faites une année, mais la deuxième année, vous arrêtez. Donc quand c'est nécessaire, avec le site IFL et la DGL, la commission environnement monte des dossiers pour obtenir des situations d'urgence. Et c'est ce qui s'est passé encore cette année. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est 34 dérogations, c'est ça ? 34 légumes ont eu recours à une dérogation en lien avec la DGL. Donc voilà, sans faire plus long. Diapo suivante. L'arrêté pollinisateur. Oui, on a choisi 2 sujets pour illustrer un peu le travail, des sujets qui sont toujours en cours. L'arrêté pollinisateur, hein, tout le monde en a entendu parler. C'est un arrêté qui a du sens, bien évidemment, puisqu'il est prévu pour protéger les pollinisateurs naturels. Le travail qu'a mené la commission au sein de Légumes de France, c'est de faire reconnaître nos spécificités autour de cet arrêté. Spécificités parce que, par exemple, pour les producteurs qui font des cucurbitacées, ça va vous donner tout de suite la réponse à vos questions, c'est quand vous êtes sur des cultures à floraison permanente, évidemment, ça peut sembler compliqué d'appliquer cet arrêté. Donc on essaie de revendiquer avec la DGL, mais aussi la FNSEA, nos spécificités légumes. Quand vous êtes en floraison permanente et que vous ne pouvez pas appliquer, ça devient aussi une impasse. Donc il y a un gros travail qui est fait à la fois sur les cucurbitacées, mais aussi sur la partie serre. Tout à l'heure, Pierre-Yves nous parlait de Saveol Nature et des bourdons qui sont produits au sein de Saveol Nature. Il faut savoir aussi que les bourdons d'élevage que vous achetez pour mettre dans les serres sont soumis à cet arrêté pollinisateur. Clairement, ça pose de gros soucis d'impasse quand on sait que ce ne sont pas que les produits de synthèse qui sont soumis à cet arrêté, mais aussi les produits de biocontrôle. Donc, rapidement, pour vous dire qu'on est sur le sujet et que c'est important qu'on en ait le périmètre parce que des contrôles peuvent arriver. Ça sera l'OFB qui passera dans les exploitations. Et je dirais même qu'il faudra aller jusqu'au bout des choses et former sans doute les contrôleurs demain qui viendront nous contrôler. Donc voilà, pas plus sur l'arrêté pollinisateur. Il y a un autre sujet sur cette partie protection des cultures. Je reviens au plan de souveraineté, puisque c'est l'axe A du plan de souveraineté, pour vous dire, c'est très très important, encore une fois, qu'on puisse avoir des solutions. Donc depuis plus d'1 an, avec les services de l'État, la partie technique, mais aussi politique du ministère, la DGL aussi, le CTIFL, Interfel, nous travaillons pour identifier, et je pense que maintenant, au bout de plus d'1 an de travail, on est arrivé à un niveau d'expertise de la situation pour la filière fruits et légumes qui n'était pas connu jusqu'à présent. C'est pas pour autant que la situation elle est belle. Souvent, je prends l'expression de dire on a un mur devant nous qui existe déjà depuis un petit moment, mais sur lequel on rajoute une rangée de parpaings chaque semaine. À échéance devant nous, on a des impasses qui sont identifiées, et c'est là que c'est intéressant d'avoir ce plan, qui est inédit encore une fois, d'avoir le technique, le politique autour de nous sur ces sujets qui sont prégnants. Et donc, on a travaillé depuis 1 an avec un premier volet sur la partie réglementaire. Donc, il y a 17 fiches qui sont issues des groupes de travail pour trouver des leviers réglementaires français. Pourquoi ? Parce que en France, si je prends le cas des reconnaissances mutuelles, qui apportent des solutions, 42% des reconnaissances mutuelles arrivent au bout, alors que chez nos voisins, dans les États membres juste à côté de chez nous, on est plutôt sur du 90-95%. Donc tout un tas de leviers réglementaires pour essayer de modifier un peu le réglementaire français et se calquer sur ce que tu disais, Jacques, sur des aspects européens plus que français, pour davantage de solutions pour les producteurs. J'ai eu beaucoup d'entre vous sur ces sujets-là beaucoup d'entre vous sont réticents parce qu'ils ne voient pas encore le fruit du travail du plan de souveraineté alimentaire sur cette partie protection.
Je dirais même que le temps joue contre nous. Le mur est là, le mur a grandi, et c'est vrai qu'on a du mal à voir les effets de ce travail, mais je peux vous assurer que c'est en marche. Les aspects réglementaires, et notamment liés au catalogue des usages, sont terminés et apporteront des solutions. Ça prend du temps, et c'est pour ça que je vous dis que le temps joue vraiment contre nous. Et puis un deuxième volet dans le cadre du plan de souveraineté alimentaire qui là, pour le coup, est plus lié à la recherche et au développement de nouvelles solutions alternatives. Et là, un gros travail aussi de réaliser, d'expertise, et des premiers projets qui sortiront avant la fin de l'année 2023 pour travailler sur des solutions alternatives avec des projets quand c'est possible, parce que certaines fois on a des impasses sur lesquelles on n'a même pas de projet sur lequel travailler. Et c'est pour ça que je redirais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le mot d'ordre, et ça c'est hyper important, et c'est le message qu'il faudra repasser aussi demain à notre ministre, c'est pas d'interdiction sans solution. Ce message, il va être passé demain, ça c'est sûr et certain. Sur ce que tu dis et sur ce plan de souveraineté, on a mis également tout notre dynamisme, nous au sein de Légumes de France, mais également avec l'ensemble des autres associations spécialisées. Et là, je me tourne vers Laurent Grandin. On a porté ce projet à bout de bras. On va continuer à le porter parce qu'on y croit vraiment et on sait qu'il va aboutir. Tu l'as dit, c'est long. Je le dirai demain au ministre. C'est trop long. Parce que vous, producteurs, vous dites, mais tu nous prends pour des jambons, quoi, là. Parce qu'on ne voit rien venir. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça que l'on transmet également au ministre avec Laurent. On lui dit, mais dépêchez-vous, monsieur le ministre. Il y a urgence, il y a le feu dans la boutique. Et quand tu parles de l'Europe, j'en reparlerai demain, l'Europe. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut comprendre aussi que notre ministre de l'Agriculture, je leur dirai aussi, il a compris notre spécificité au niveau des fruits et légumes. Et dans ce plan de souveraineté, il faut reconnaître qu'enfin nous sommes reconnus au plus haut sommet de l'État, naturellement en passant par le ministre, en passant par la première ministre, pardon, et en passant également par le président de la République. C'est un aboutissement quand même très long, hein, ça a été très long à pouvoir avoir cet aboutissement-là de reconnaissance, mais nous l'avons aujourd'hui. On ne lâchera rien, et avec Laurent, on a encore du travail, on a du pain sur la planche, on va continuer. J'ai missionné également notre directeur général de l'interprofession et du CTIFL, Alexis Degouy, sur certaines missions avec la DGL, des GPE, parce qu'il y a aussi des incompréhensions. Et lui, il a missionné également mon directeur général délégué, Ludovic Guinard, sur toutes ces missions-là. Et avec l'INRAE, on a aussi fait ce rapprochement pour dire à un moment donné, on arrête un peu de se tirer la bourre, ou de se faire concurrence, ou de dire, attends, moi j'ai la solution pour le désherbage, hein, c'est simple. Hein. Moi j'ai vu Philippe Mauguin, je lui ai dit, écoute Philippe, on arrête un peu. Si tu as la solution pour le désherbage, si c'est les binettes, moi j'ai personne à mettre derrière les binettes. Donc aujourd'hui, soyons réalistes, soyons pragmatiques, et avançons dans le bon sens, justement pour avoir ce plan de souveraineté qui se met en place, et d'avoir cette production supplémentaire sur notre territoire. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ce que tu nous as dit. Ce que tu viens de dire, je ne l'ai pas cité juste avant, mais dans tout ce travail qui est fait, sachez bien qu'on s'attache vraiment à regarder la réalité économique. Effectivement, il y a plein de solutions alternatives qui existent, mais dans nos professions, on le sait, il faut d'abord regarder la faisabilité économique pour nos cultures. Donc c'est hyper important. Alors, juste sur le plan de souveraineté alimentaire, un élément quand même fondamental par rapport à la situation qu'on traverse, c'est juste qu'un des sujets majeurs qui doit être un socle pour ce plan, c'est regagner en compétitivité dans nos exploitations. Et ça, sur beaucoup de sujets, on ne le retrouve pas vraiment. Et clairement, il faut que ce soit remis en avant avec des actions qui permettent aux producteurs de fruits et de légumes de regagner en compétitivité pour regagner des parts de marché sur les produits d'importation qui nous ont taillé des croupières depuis des années. On est les premiers à vouloir innover, on est les premiers à vouloir s'améliorer, on est les premiers à vouloir produire plus vert, mais à un moment donné, si on veut regagner des parts de marché, l'objectif, il est là.
c'est d'être plus compétitif demain. Très bien. Au moins, c'est clair. Gérard, à toi. Bonjour à tous. Je m'occupe avec Cyril et Bernard de cette commission de protection des cultures que c'est Angélique qui avait créée quand on perdait le bromure de méthyle. Vous voyez, c'était pas hier. Donc, le légume de France siège un peu partout et a des positions à occuper. Et en premier, c'est au FMSE. On ne peut pas être en Bretagne et ça tombe bien et ça tombe mal. Les Bretons sont quand même touchés cette année par le fameux virus TOBRFV sur la tomate. Et donc là, on a, pour la commission légumes que je préside au FMSE, on était tranquille. On avait un peu de nématodes dans la Manche, mais bon, ça se réglait. Là, par contre, ce problème de TOBRFV est quand même quelque chose d'extraordinairement compliqué, extraordinairement pénalisant, et on espère que les fonds que le FMSE va mobiliser, ça dépasse les 10 millions d'euros. J'espère qu'avec ces fonds, un peu de la profession, 35% de la profession, 65% de l'État, on va pouvoir arriver à soulager les gens qui sont dans une très grande difficulté. Bon, c'est un dossier long et pénible, mais c'est un dossier que, heureusement, que la FNSEA, dans sa sagesse, avait créé ce fonds de mutualisation sanitaire et environnementale il y a bien quelques années. Et on voit maintenant que, vu les catastrophes qui arrivent, vu les problématiques de virus, de maladies et autres que nous rencontrons, on voit que ça prend toute son amplitude. Et heureusement que nous l'avons fait, parce que sinon, on serait dans une panade encore plus compliquée. Deuxième chose que je m'occupe aussi et qui me tient particulièrement à cœur, c'est le BSV. Alors ça peut paraître anodin quand on a créé le BSV, quand l'État nous a demandé de créer le BSV. Bon, beaucoup de gens pensaient que ça ne servirait à rien et tout. Mais ce BSV s'avère, au fil des années, le fil conducteur pour demander les dérogations, parce que c'est quand même sur les problématiques qui remontent du terrain que l'État nous apporte les dérogations. Et puis ce BSV qui sert aussi de support aux commissions de protection des cultures, aux commissions de surveillance, parce que tous les gens qui sont de l'EBSV et qui surveillent les cultures nous ont bien rendu service en surveillant pour les virus et autres. Donc le BSV ça c'est encore une idée qui paraissait une mauvaise idée, qui s'est révélée une idée extraordinairement intelligente et qui nous fait progresser, qui fait progresser toute la profession. Dernièrement, le GIS-PICLEG. Le GIS-PICLEG, là aussi, quand Légumes de France, Denis Onfroy a un peu tordu le bras à l'INRA et au CTFL pour créer ce grand GIS scientifique, là aussi on était précurseurs. De toute façon, beaucoup de gens ne voyaient pas l'intérêt. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et ça a donné une crédibilité à Légumes de France, qui a été la première profession à créer un GIS scientifique. Et là, de toute façon, je me rappelle du congrès de Reims en 2007, où le ministre Angélique, le ministre Barnier, la présidente de l'INRA et le président du CTFL signaient cette convention de BSV. On l'a renouvelée 10 ans. Alors on pensait que ça n'allait pas trop durer. 10 ans après, on l'avait créé pour 10 ans, on disait dans 10 ans. Mais dans 10 ans, on s'est aperçu, à Marseille, on a refait pour 10 ans. Et on voit que de toute façon, on trouve des solutions. Mais au fur et à mesure qu'on trouve des solutions, les problèmes s'accumulent. Donc, heureusement que Légumes de France a créé le BSV, parce que c'est grâce à Denis Onfroy qui a quand même fait avancer, par sa pugnacité, qui a fait avancer ces systèmes, parce que inventer quelque chose qui n'existait pas, et on voit bien que c'était une bonne idée, parce que quelques années après, tout le monde a créé le sien, les fruits, les grandes cultures, tout le monde y est allé de son BSV, mais on avait ouvert la route, et c'est grâce à la vision du conseil d'administration et grâce à la vision d'homme à Légumes de France qu'on a pu faire ce chemin. Voilà. Merci Gérard, on peut l'applaudir. Allez, on continue pour essayer de l'énergie. Viens Gérard, viens à côté de nous. La commission énergie à Légumes de France traite de nombreux dossiers avec plusieurs producteurs des différents bassins de production et les ingénieurs énergie mis à disposition par les adhérents de Légumes de France. Aujourd'hui, on a voulu faire un focus sur 2 dossiers. Le premier, c'est le groupe de travail décarbonation qui a été mis en place il y a plus d'1 an et demi par la Direction générale de l'énergie et du climat.
L'objectif, c'était de soutenir la filière sur le développement des énergies renouvelables et de la chaleur fatale. Aujourd'hui, c'est 20% du parc des serres qui est équipé, chauffé en tout cas en énergie renouvelable. Les objectifs du travail, c'était de travailler à l'accélération et le développement de ces énergies, réfléchir à des pistes de financement et ouvrir le champ des aides, et aussi permettre le déploiement des nouvelles technologies. Pour le moment, on a donc retravaillé les critères d'accès au fonds chaleur de l'ADEME qui seront applicables dès le 1er janvier 2024. On a aussi sorti 2 nouvelles fichiers de ZE et plusieurs sont en cours de développement. Et enfin, on est en discussion avec l'association française des professionnels de géothermie pour voir ce qui était possible de faire sur les bassins de production. Mais la géothermie n'est vraiment pas la solution la plus facile à développer en tout cas et la plus adaptée aux différents bassins de production. Sur le deuxième dossier, c'est le Conseil supérieur de l'énergie et je vais laisser Bruno Sylvestre. Bonjour, donc je me présente parce que c'est la première fois que vous me voyez pour la plupart d'entre vous. Sylvestre Bertuccelli, je suis le directeur de Légumes de France depuis le mois de février. Donc, concernant le Conseil supérieur de l'énergie, courant 2023, nous avons travaillé avec son président et sa vice-présidente. Il faut savoir que cet organisme consultatif auprès du ministère de l'Industrie est d'une importance majeure dans l'orientation de la politique énergétique française. On a travaillé avec le CSE principalement vu le double statut des serristes qui sont à la fois, vous le savez bien, de gros consommateurs d'énergie et des producteurs via la cogénération d'énergie non négligeables aux yeux d'EDF, particulièrement pour la fourniture d'énergie en crête, que ce soit des crêtes classiquement en hiver, mais peut-être de plus en plus aussi en été. Et on a travaillé avec le président et la vice-présidente dans le but de créer une représentation agricole au sein de ce CSE, représentation qui n'existait pas. Bon, on avait le secret espoir, passez-moi le jeu de mots, d'avoir suffisamment de gaz pour que cette représentation soit occupée par un représentant de Légumes de France. L'État, dans sa sagesse, a quand même jugé qu'une représentation plus large et plus puissante serait plus logique par l'intermédiaire de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ce qui ne manque pas de logique. Donc, c'est une demi-victoire, mais c'est une victoire quand même pour nous, dans la mesure où nous sommes alignés à l'origine de cette initiative. Nous sommes donc en contact avec François Beaupère, le président de la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire, qui a été nommé au titre de la PCA au CSE. Et nous sommes en contact avec lui pour pousser principalement les demandes qui concernent les serristes, avec les thématiques du gaz, de la production d'électricité, ainsi que, Justine en a parlé, les certificats d'économie d'énergie, la cogénération, ainsi que la transition énergétique décarbonée. Voilà pour ce point-là. Merci. Alors, juste pour ajouter un mot sur les deux sujets qu'on vient d'aborder, comme l'a dit Sylvestre, il y a le premier enjeu, c'est de travailler pour que nous, producteurs légumiers, qui ont des enjeux majeurs sur l'aspect énergétique, on ait des postes et une reconnaissance dans la filière globale française qui traite les sujets énergétiques. Et donc ce travail qui a été fait avec le CSE, c'est dans ce sens-là où on a besoin d'avoir des interlocuteurs et d'être aussi des interlocuteurs sur ces sujets-là. Et donc on avance petitement pour justement construire tout ça. L'autre enjeu, clairement, on traverse une période depuis 2 ans particulièrement compliquée sur les sujets énergie, qu'on parle de gaz ou de bois
ou d'électricité pour nos producteurs. On a connu des moments d'instabilité très importantes pour différents enjeux géopolitiques que vous connaissez tous et qui ont quand même fortement secoué nos producteurs. Et au sein de la commission énergie de Légumes de France, on a des gens engagés qui représentent à peu près toutes les structures et tous les territoires qui planchent sur ce sujet-là de façon collective pour justement défendre la particularité qu'on a, notamment avec les serres chauffées, des aspects énergétiques. Et ça, c'est vraiment important. C'est un gros job qui est fait par des élus et Justine au sein de Légumes de France. Et c'est clair qu'on a encore énormément de travail à faire sur ce sujet-là. On est aujourd'hui en train de se justifier en permanence sur le fait qu'on a des serres chauffées, alors qu'on est aujourd'hui les meilleurs au monde pour chauffer nos serres. C'est quand même incroyable. Mais on continue à l'expliquer que j'aimerais, moi, que d'autres aillent voir ce qui se fait ailleurs dans ces filières de serres chauffées, voir où est-ce qu'il y a autant de monde qui ont monté des projets de récupération de chaleur fatale pour chauffer des serres, de chaudières bois, de combiner plusieurs énergies sur leur exploitation, de travailler sur la production énergétique et l'injection d'électricité, de travailler sur des solutions d'avenir pour du chauffage des serres. Et en permanence, y compris dans l'administration, on est en train de nous expliquer qu'on n'en fait pas assez. Et quand je vois qu'effectivement, dans l'appel à projet des matériels innovants, qui n'est pas encore officiel, il semblerait, donc je vais parler, qu'il n'y ait pas de serre vert qui puisse être retenu, je peux vous dire que ça nous met quand même sévèrement en colère. Parce que ça veut dire simplement qu'il y a des gens qui pensent que notre modèle de production sur lequel on se bat depuis des années et qu'on essaye en permanence de faire évoluer pour être plus vertueux, certains considèrent que c'est sûrement pas le système de production qui a de l'avenir. Moi j'aimerais que les gens aillent voir ce qui se fait ailleurs et comprennent réellement l'intérêt qu'ont tous ces outils de production. Donc ça, c'est tout le job qui est fait par la commission énergie, et tous les gens qui veulent s'investir sur ces sujets-là, sachez quand même que Légumes de France, on est là pour vous accueillir et travailler collectivement sur ces sujets. Ok, merci Bruno. Le sujet suivant, parce que je vois que l'heure tourne, on a encore une petite demi-heure. Tiens, l'agriculture bio, c'est pas toi ça ? Alors sur l'agriculture bio, je vais vous dire rapidement, puisqu'il faut faire vite, simplement que ça fait 3 ans qu'on traverse une période extrêmement compliquée. Depuis 3 ans, vous avez les chiffres, baisse significative de la consommation, moins 15, moins 16. Cette année, un peu mieux, moins 10% de baisse de consommation des produits issus de l'agriculture biologique. Il est clair que la situation qu'on traverse avec l'inflation globale et le pouvoir d'achat ne favorise pas la consommation de certains produits haut de gamme avec des signes de qualité comme le bio qui sont plus chers parce qu'ils coûtent plus cher à produire. Et donc on est dans une filière qui souffre énormément et dans laquelle on est encore dans des situations compliquées. On a des productions dans lesquelles on arrive jusqu'à 40% de déclassement en bio, c'est-à-dire qu'on vend 40% des volumes en conventionnel. Donc autant vous dire que produire en bio pour vendre en conventionnel, c'est loin d'être les objectifs et qu'on a de grandes difficultés. Vous dire aussi que tous les objectifs magnifiques qui ont été établis au niveau national pour la consommation du bio et des produits issus de signes de qualité dans nos belles cantines où vont manger beaucoup de nos enfants, ne sont pas du tout respectés, et que la consommation qu'on aurait pu attendre de ces 20% en tout cas de produits bio, certes qui sont issus de toute origine, aujourd'hui on n'y est pas clairement. Et c'est aussi des parts de marché qu'il manque et qui font défaut à l'écoulement des produits, même si ce n'est pas uniquement le problème aujourd'hui. Vous dire aussi, et beaucoup vous le savez, qu'on a quand même eu une belle victoire cette année sur le dossier du bio, qui est en fait le retour en arrière sur l'interdiction des produits de commercialisation au stade de production, tous les mots ont de l'importance, des produits issus d'agriculture biologique, issus de serres chauffées, à partir du 21 décembre jusqu'au 1er mai. Donc en fait, on pouvait en France produire en bio dans une serre chauffée, être certifié bio, mais on ne pouvait plus vendre un produit bio sur le marché avec le label bio, y compris d'ailleurs dans les pays européens
qui acceptaient le bio en serre chauffée, en clair, tous les autres pays européens, excepté la France. Donc clairement, une distorsion de concurrence significative qui a été prise dans le cahier des charges d'agriculture biologique français. Nous, ce qu'on souhaite simplement, c'est qu'on travaille à armes égales et à situation égale avec l'ensemble des producteurs bio européens. Et là, c'était pénaliser tous les producteurs français sur ce sujet-là. Donc on a eu 3 ans de procédure juridiques qui nous ont donné raison. Et depuis cette année, on va dire, ça a été retiré du guide de lecture cet été du cahier des charges d'agriculture biologique. Nous pouvons recommercialiser des produits issus de serre chauffée avec le label bio à partir du printemps prochain. Et à ce sujet, je remercie également Felcop, parce qu'on s'est associé avec Felcop pour avoir ce recours. Donc vous voyez que quand on s'associe avec une autre fédération, c'est quand même important, ça a plus de poids. Et merci également Felcop, voilà, on a fait ce travail ensemble. Voilà. Et moi, je suis vachement content parce que j'ai dit au ministre, on a retrouvé les dates du printemps au niveau du calendrier. Parce que décaler le printemps au 1er mai, c'était quand même pas terrible. Les gens ne comprenaient pas. Mais ça, c'est l'aberration un peu de nos écologistes. Hein. Et simplement sur ce sujet, je remercie parce que je sais aussi que sur ce territoire, il y a beaucoup de producteurs qui sont engagés en bio, y compris en serre et en serre chauffée, qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur ce sujet-là et qu'on a défendu collectivement avec Felcop Légumes de France. Ça fait plaisir d'avoir des victoires. Et au-delà de cette victoire-là, du calendrier qui est quand même importante pour ces producteurs-là, dont je fais partie, c'est aussi pour montrer qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout faire chez nous. Ça suffit de nous donner des règles franco-françaises qui pénalisent nos producteurs, alors que pendant ce temps-là, c'était des produits d'importation qui ont remplacé nos produits bio dans les rayons. Et ça, c'est nous qui légiférons dans des cahiers des charges français pour accepter ça et nous mettre des contraintes. C'est aussi ça, l'enjeu qu'on a eu et la victoire qu'on a eue, c'est de dire, alors certes, pour ce label et Alien là-haut, attention, on peut interpréter les choses en France, mais il ne va pas falloir aller trop loin quand même dans ce qu'on veut mettre en œuvre. Et encore une fois, il est clair qu'il faut que le bio soit un label vertueux, qui doit être valorisé par rapport à des actes de production et la maîtrise des intrants et tout, mais il ne faut pas non plus qu'on pénalise nos propres producteurs en voulant faire mieux que les autres et en laissant la place aux produits d'importation. Ça, c'était sûr, parce qu'on avait fait également des relevés dans les magasins, et c'était quand même formidable, parce que dans les rayons bio, à cette époque-là, et j'ai rien contre nos amis marocains, parce qu'on va en parler tout à l'heure du Maroc, mais il y avait les tomates marocaines qui étaient là. Et quand on a pris les photos pour les envoyer au niveau de nos ministres, pour dire, mais c'est quoi ce travail? Si vous interdisez vraiment la culture chez nous jusqu'au 1er mai, pourquoi vous autorisez les tomates marocaines bio dans les rayons bio? Donc pour conclure, on a un gros travail pour continuer de soutien quand même pour tous ces producteurs de la filière qui ont besoin d'accompagnement pour passer cette période difficile. Si on ne veut pas voir, et ça risque d'arriver rapidement, beaucoup de déconversion, parce qu'à un moment donné, quand on produit plus cher et on ne vend pas à la juste valeur, ce n'est pas possible de continuer. Donc clairement, on attend un accompagnement à la hauteur des engagements qu'on entend encore au niveau du gouvernement ou de l'Europe qui voudrait 25% des surfaces en bio à l'avenir. Clairement, si on veut y arriver, il faut s'en donner les moyens. Et les premiers moyens qu'il faut donner aujourd'hui, c'est de soutenir les gens qui sont pour qu'ils y restent. Merci Bruno. Alors, on va faire un passage de témoin avec Céline Villa. Alors, vous avez vu que les villas, ils causent beaucoup. Céline, on sait que tu aimes bien aussi parler. Il y a Gwenaël qui est avec toi. On essaye de faire tes cours. Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, les amis. Mettez-vous d'accord. Oui, donc toute l'équipe emploi va parler. J'en profite pour remercier ici tous les membres de la commission emploi de légumes de France, une petite quinzaine de membres, dont les représentants locaux sont Loïc Conan de Prince de Bretagne et Régis Olivier de Savéole. Donc merci pour le travail de la commission que je dirige. À toi, Gwenaël.
Donc, bonjour à tous, Gwenaëlle Stevenite, donc je suis chargée de mission emploi. Concernant le dossier emploi, on travaille actuellement sur 2 grands volets. Un volet sur le coût du travail et puis un autre volet lié au recrutement et à l'attractivité. Donc, concernant le premier volet sur le coût du travail, nous avons donc un dossier distorsion de concurrence. Légumes de France travaille depuis quelques années sur ce dossier. C'est un outil qui nous permet de comparer le coût du travail, notamment dans différents pays voisins. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, par exemple, en Allemagne, le coût du travail est 12% inférieur au coût du travail français. En Espagne, il est 30% inférieur au coût du travail français. Voilà, donc on a plusieurs exemples. Donc c'est un dossier qui est mis à jour à chaque augmentation du SMIC. Et donc il est également à votre disposition. Donc vous pouvez le demander. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vous l'enverrai. Oui, donc en production, en maraîchage, tous les travaux sont manuels. La main-d'œuvre, c'est 40 à 70% de notre coût de production, vous le savez. Donc ça joue sur notre compétitivité dans ce contexte de distorsion de concurrence. Donc nous nous battons au niveau des charges sociales. Le TODE, l'exonération de charges travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2025. Il y a quelques jours, dans le PLFSS, le projet de loi de financement à la sécurité sociale, les sénateurs ont pérennisé ce dispositif. C'est notre demande au niveau de Légumes de France. Notre demande va même plus loin, puisque c'est d'étendre ce type d'exonération à l'ensemble des contrats de travail. Alors, même si il y a peu de chances que ça soit repris à l'Assemblée nationale, la pérennité du TODE, c'est quelque chose quand même déjà de cranté. On continue le combat, pas encore entendu jusqu'au bout, mais quelque chose d'essentiel pour nous sur ces exonérations de charges pour pouvoir rester compétitifs. Un petit mot sur notre partenariat avec AB Solutions, Gwenaëlle. AB Solutions, c'est un cabinet de conseil en optimisation des coûts. Donc l'optimisation notamment des charges sociales et fiscales assises sur la masse salariale. C'est un cabinet qui est spécialisé dans la récupération de cotisations sur salaire. Depuis peu, donc, il propose un nouveau service. Ils vous obtiennent 6 000 € de financement pour chaque nouvelle embauche en CDI. Donc ils ont un stand, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc le coût du travail, c'est aussi les salaires. Donc dans un contexte inédit d'inflation, où nous avons connu des augmentations du SMIC successives depuis 2 ans à hauteur de 12%. Donc c'est la règle du jeu en France. Le SMIC est revu tous les 1er janvier et dès que l'inflation dépasse 2%. Donc au niveau agricole, de la production agricole et de sa convention collective avec l'organisation patronale, la FNSEA unique en production agricole, nous négocions après chaque augmentation du SMIC les salaires. On a une grille de salaires qui est dynamique, qui a abouti à des accords après chaque augmentation dans un contexte qui est compliqué parce qu'il faut toujours faire la part entre la compétitivité de nos productions et l'attractivité de nos métiers. Mais en tout cas, voilà, une négociation dynamique à laquelle Légumes de France participe au sein de la délégation patronale FNSEA. Le second sujet, l'attractivité et le recrutement. Donc je laisse la parole à Sylvestre.
Ah oui, sur le logement, oui, sujet important sur lequel localement il a été travaillé ici, pas mal d'initiatives au niveau breton. Effectivement, par rapport à l'attractivité, c'est un sujet, pouvoir loger nos salariés dans de bonnes conditions, dans des coûts acceptables. Par rapport à ça, il y a plusieurs sujets. Il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect urbanisme, il y a l'aspect disposition des logements. Nous sommes impliqués au niveau national avec la FNSEA sur ces sujets. Il y a beaucoup de choses qui se font localement. Il y a des choses où on peut agir localement, d'autres où on peut agir au niveau national. Des réflexions sont en cours. Nous travaillons avec la FNSEA sur des propositions à faire au niveau national. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà, c'est quelque chose d'important pour pouvoir arriver à travailler nos légumes. Merci Céline, merci Gwenaëlle. On peut les applaudir parce qu'il y a un sacré travail de fait au niveau de la main-d'œuvre. Alors là, notre directeur, il va vous parler un peu du recrutement, de ce que l'on pourrait avoir. J'en parlerai d'ailleurs également dans mon discours. Oui, merci Président. Donc en 2023, Légumes de France a réalisé une enquête auprès de vous qui indique au final qu'il y a un manque de ressources humaines pour le maraîchage national de l'ordre de 15 000 équivalents temps plein. 15 000 équivalents temps plein que vous, maraîchers, cherchez à combler majoritairement, bien sûr, par du recrutement local. Mais vous êtes tous aperçus que cette ressource est amenuisée de manière critique, particulièrement après l'époque post-Covid. Vous utilisiez antérieurement beaucoup la ressource des travailleurs détachés, mais suite à ce que Gwenaëlle vous a présenté tout à l'heure, aujourd'hui, les travailleurs détachés, ils s'arrêtent en Allemagne parce que les salaires liés aux décotes de charges sont plus attractifs et qu'aujourd'hui, en Allemagne, le coût de la vie est moins élevé qu'en France. Nous avons donc décidé de réactiver une vieille convention, la convention de 1963, entre le Maroc et la France concernant la venue de salariés temporaires. Ce sont des salariés qui sont sous contrat dit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et nous avons en ce sens, cette année, signé 2 conventions différentes. Une convention entre Légumes de France, l'OFI, qui est une déclinaison du ministère de l'Intérieur, et l'ANAPEC, qui est l'équivalent de Pôle emploi au Maroc, pour favoriser la venue de ces salariés. Et nous avons signé une autre convention avec une structure que vous trouverez au stand partenaire qui s'appelle France-Maroc Recrutement, qui est une structure RH qui permet de faire venir chez vous les profils que vous souhaitez. Nous avons, au niveau français, réalisé 60 introductions en 2022 via la Fédération des maraîchers nantais, et qui est précurseur, et de mémoire, c'est aussi à l'initiative de Philippe Rotière au départ. Nous avons réalisé en 2023 200 introductions avec un objectif de 1000 introductions en 2024 pour compléter les main-d'œuvre locales et communautaires. Et nous avons, en ce sens, réalisé 2 déplacements au Maroc, un au mois de mai, un au mois d'octobre, pour auditer l'ensemble de la procédure et pour vous garantir un service de qualité. Bien. Alors, par rapport à ça, vous savez que le Maroc a subi également un tremblement de terre qui était quand même assez catastrophique dans une certaine zone. Et le mouvement solidaire que je vous propose de pouvoir adopter au sein de Légumes de France, avec nos amis Saïd et Rachid qui sont dans la salle. Ils sont là, Saïd et Rachid? Levez le bras. Voilà, ils sont là-bas. Ils sont timides. Mais ce qui est important avec les travailleurs occasionnels marocains, c'est de pouvoir aussi aider dans cette zone très difficile. Et je vous propose, Saïd et Rachid, pour le prochain recrutement, justement de vous focaliser dans cette zone défavorisée du Maroc, ce qui permettra de montrer un peu notre solidarité avec le Maroc, et ça permettra aussi à ces gens, quand ils viennent chez nous, quand ils passent 6 mois, vous savez, ils repartent avec un pécule, grosso modo, entre 6 000 et 7 000 euros. 6 000 et 7 000 euros là-haut, quand vous retournez au Maroc, c'est énorme. C'est des années et des années et des années de travail, et ça leur permettra de reconstruire leurs maisons, qui ont été totalement détruites,
Et c'est ça un petit peu la solidarité de Légumes de France, la solidarité française que l'on pourra amener au niveau du Maroc. J'espère que vous approuverez ça dans le rapport d'orientation qu'on va vous soumettre tout à l'heure, mais c'est vraiment un souhait de Légumes de France. Merci pour ça. Ensuite, alors, non, je ne fais pas la blague. Vas-y. Bonjour à tous. Donc, avant de poursuivre, je me présente. Donc, Maëva Paulin, chargée de mission sur la structuration des filières végétales en Guadeloupe. Donc, toujours pour poursuivre sur la question de l'emploi, on va vous parler d'un projet que suit Légumes de France, l'antenne, qui est basée en Guadeloupe depuis 3 ans. Donc, c'est le projet de l'association des Jardins L'Écluse. Voilà. Donc, c'est un projet d'une association de producteurs qui est basée au Moule, en Guadeloupe. Donc, face au double constat d'un manque de main-d'œuvre qualifiée et formée, ainsi que vraiment d'une volonté d'être un acteur du territoire, l'association Les Jardins de l'Écluse a voulu professionnaliser la main-d'œuvre par des formations. Donc, pour cela, l'association a mis en place un atelier chantier insertion, donc aussi en diminutif ACI. Donc, ce mode de fonctionnement a pour objectif d'embaucher des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour les professionnaliser par de la formation qui peut être donc théorique, avec les savoirs de base, des savoirs agricoles, mais aussi pratique, avec une expérience réelle sur le terrain, dans les exploitations. Donc, en sortie, les salariés de l'ACI pourront être embauchés donc au sein des exploitations des organisations de producteurs ou d'autres exploitations du territoire. Donc, pour la mise en place de cette action, il y a eu différents partenaires que vous pouvez voir affichés, et vous pouvez voir aussi afficher quelques chiffres. Donc, il est vraiment important de souligner que l'action vraiment de l'antenne pour ce projet-là, ça a été toute la coordination et la mise en place du projet. Donc, un autre projet que l'antenne Antilles-Guyane a mis en place et a suivi au cours de cette année 2023 était un projet de structuration de la filière mangue en Guadeloupe. Voilà, donc ce projet a été mené en collaboration avec l'association de producteurs Assofruits. Les actions mises en place en 2023, ce furent des actions d'opérationnel et de formation. Donc, au niveau des formations, il y a eu des formations sur la culture de la mangue en agroécologie, ainsi que les enjeux de la structuration des filières végétales. Au niveau opérationnel, donc, il y a eu des études, des projets. Voilà, donc vous pouvez voir afficher les différentes actions qui ont été mises en place pour ce niveau-là. Donc, ce projet a été construit sur l'année 2023. Or, on ne structure pas une filière en un an. Et en plus de ça, on a pu voir différentes actions qui ont pu être émergées en 2023. Donc, un financement est attendu de la région Guadeloupe pour poursuivre ce projet sur 3 ans. Et pour l'action en Guyane, je laisse la place à Valérie. Je sais, j'ai rien préparé parce que je savais que tu allais me dire que j'avais pas le temps de parler. Donc, bonjour à tous, Valérie Nicolas, donc je suis la responsable de l'antenne Antilles-Guyane. Je travaille avec Maëva, on est toutes les deux en Guadeloupe. Et je voulais revenir sur l'accompagnement que fait Légumes de France sur la Guyane. Évidemment, le travail qu'on fait, nous, sur l'antenne, est beaucoup plus large que les 3 points qu'on vous présente, parce qu'on a une activité très, très variée, mais on a voulu cibler 3 actions emblématiques de notre travail. L'IFIVEG, l'interprofession des filières végétales de Guyane, est adhérente à Légumes de France depuis près de 4 ans maintenant, et nous a sollicité, en partenariat d'ailleurs avec Marie-Béatrice Galland, on travaille toutes les deux sur ce sujet-là, à travailler sur la structuration des filières, structuration des associations de Guyane. Donc, Jacques Andrieux, directeur de l'ODEADOM qui est là, est bien placé pour le savoir, que le POSEI, donc des aides spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, est modifié pour ce qui concerne la Guyane. Jusqu'à présent, on avait une tolérance. Dans les autres départements d'outre-mer, il faut être absolument en OP pour pouvoir toucher les fonds. En Guyane, il suffisait d'être une association reconnue par la DAF. Et l'ODEADOM et l'État sont en train de modifier la règle du jeu, et la nouvelle règle du jeu se rapproche d'une reconnaissance en OP. Et le gap est très 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 élevé pour passer de l'association, enfin des critères aujourd'hui,
du fonctionnement guyanais à quelque chose qui se rapproche de l'OP. Donc notre travail depuis plusieurs mois, toute l'année dernière et même un peu l'année, et puis on espère encore sur 2024, c'est vraiment d'accompagner les structures, de les aider, d'accompagner les producteurs à se mettre ensemble, à réfléchir à leur stratégie et à comprendre que c'est vraiment pas du tout le même schéma que ce qu'on a ici en Bretagne, on est diamétralement opposés, à comprendre qu'il y a tout un intérêt à passer par leur coopérative pour commercialiser. On est aujourd'hui sur des schémas, juste pour vous placer un peu les choses, on est sur des schémas où les producteurs apportent 10% de leur production et vendent sur les marchés qui concurrencent leur propre coopérative le reste de leur production. Donc on a du boulot, on y arrive, c'est un travail de longue haleine. Voilà, donc je sais que j'ai pas le temps, je vais juste rajouter un petit point, c'est que tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, là, rapidement avec des focus, vous pouvez le retrouver dans le rapport d'activité que vous pouvez télécharger via le QR code qui est sur votre programme. Et vous avez donc le rapport d'activité de Légumes de France et vous avez également des documents mis à disposition, qu'on vous met à disposition des documents Interfel qui sont intéressants. Donc vous cliquez, vous flashez le QR code et vous avez tous vos documents. Voilà, j'ai fait assez court, Jacques ? Oui, c'est bien. Oui, juste donc, voilà, on est moderne chez Légumes de France, on a digitalisé le rapport d'activité, il est consultable, ça nous économise du papier. Et donc, vous pouvez tous le consulter avec l'ensemble des travaux détaillés sur tous les sujets qu'on a abordés et d'autres qu'on n'a pas pu aborder. Juste pour terminer, avant de laisser conclure la séquence par Jacques, je voulais quand même remercier l'ensemble de l'équipe de Légumes de France pour le travail accompli. Donc, Gwenaëlle, Justine, Maëva, Valérie, Sylvestre qui nous a rejoints au cours de l'année. C'est son premier congrès. Mireille également. Je voudrais que vous vous fassiez un grand applaudissement parce que, évidemment, à Légumes de France, nous, en tant qu'élus, on n'est rien sans des personnes engagées dans les commissions avec des compétences qui travaillent et nous accompagnent sur tous les sujets. Et remercier également tous les membres élus du conseil d'administration et du bureau de Légumes de France qui aussi, eux, s'engagent pour défendre les producteurs de légumes français sur tout un tas de sujets. Tous les gens qui veulent s'investir sont évidemment les bienvenus au sein des différentes commissions de Légumes de France. Merci en tout cas pour tout ce travail collectif. Merci, on peut les applaudir bien fort. Et comme tu le dis, Bruno, c'est vraiment un travail collectif et c'est ça qui fait plaisir à Légumes de France, c'est que tout le monde se met la main à la pâte. Alors, je voudrais quand même faire la petite parenthèse avec les Outre-mer parce que c'est vrai que je leur ai squeezé un peu le temps de parole. Alors, on a nos amis de l'Outre-mer qui sont là. Je voudrais vite fait les citer. C'est Victor Nanette de Caraïbes Melonnier. On a Bruno qui est de la SICAPAG, l'OP SICAPAG. Franz qui est de la SICACFELD. Yannick Bock qui est au niveau de la CNGT, c'est la communauté d'agglo du Nord Grande Terre. Et puis Marie-Béatrice de la Guyane. Alors, vous inquiétez pas, ces gens-là, ils sont facilement repérables. C'est ceux qui sont avec une doudoune, un cache-nez. Et il y en a même des fois, ils n'ont pas osé mettre le bonnet. Mais vous les verrez, il n'y a pas de souci. Je les remercie parce que le voyage, c'était quand même pas évident. Merci de vous être déplacés et je sais pourquoi vous vous êtes déplacés.